Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis Manon Porel, psychologue, conférencière et fondatrice de Grandir et Devenir.ca. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de vous présenter Karine Drouin, coach, conférencière et auteure. Bonjour Karine. Bonjour Manon. Ça me fait tellement plaisir que tu es là. Moi, ma mission, c'est vraiment d'aider les parents à aider leurs enfants à être épanouis, à être résilients, à surmonter des obstacles de la vie comme l'anxiété par exemple. Puis, Karine a comme mission de dégager du bonheur, d'aider les gens à s'épanouir dans le bonheur. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est un immense privilège de t'avoir ici aujourd'hui. C'est un bonheur partagé, vraiment. Puis, Karine est aussi maman de 2 princesses, donc tu connais très bien la réalité d'être une maman qui va avoir des enfants heureuses et épanouies. C'est un de mes objectifs ultimes, en fait. Justement. Puis, moi, Karine, une des choses qui me chicote beaucoup, c'est le terme « super maman ». Aïe, aïe, aïe. Puis, le premier livre de Karine, c'est le livre « Un burn-out en cadeau ». Le livre de Karine, « Un burn-out en cadeau », j'aimerais que tu m'en parles un peu. Comment c'est devenu ce livre-là? J'imagine, tu as fait un burn-out, tu l'as vécu. Effectivement, c'est suite à une épreuve, à un burn-out que j'ai vécu et moi, j'avais fait une recherche parce que quand j'étais dans la tempête, je cherchais en fait de l'aide, je cherchais du soutien et comme j'étais moi-même intervenante au centre de santé ou dans ma petite ville, il n'y a qu'un centre de santé. Donc, l'aide, en fait, c'était moi. Donc, si moi, je me retrouvais en arrêt de travail, il fallait que je trouve d'autres ressources. Donc, j'ai fouillé sur Internet par rapport à des programmes qu'il pourrait y avoir en ligne, des livres et tout ça, et il n'y avait à peu près rien sur le sujet. Et c'est là où, à un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être justement là l'opportunité de me donner justement la mission de créer cet outil-là de 21 clés pour pouvoir enseigner aux gens à prendre soin d'eux. Oui. Pour pouvoir que les gens réalisent que si notre équilibre, on n'en prend pas soin pendant tellement longtemps, ben c'est un peu normal à un moment donné qu'on se retrouve dans le genre de situation que j'étais en train de vivre. Effectivement, effectivement. Puis je pense que tu le dis, hein, comme intervenant en santé mentale, parfois on est cordonnier mal chaussé. Hein, parce qu'on veut aider les autres, on veut plaire aux autres, puis on s'oublie là-dedans. Ah oui. Puis je pense que comme parents aussi, hein, on a tendance à s'oublier, penser qu'on doit toujours mettre nos enfants en premier. Donc, au moment où tu as fait ton burn-out, tu étais maman. Tu avais eu tes enfants. Oui. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment ça s'est passé? Comment je sais pas, peut-être les indicateurs, parce qu'on ne fait pas un burn-out du jour au lendemain, effectivement. Hein? Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment ça s'est passé? Oui, bien en fait, ça s'était installé doucement, si je peux le dire, mais sur une longue période. Et puis, tu sais, c'est un mélange. Moi, je dis toujours, au départ, je disais, je l'ai pas vu venir. Oui. Puis, à quelque part, à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait un mélange de je l'ai pas vu venir et j'ai pas voulu le voir venir. C'est ça. Puis je pense que c'est après que parfois on se dit, c'était tellement évident que ça s'en venait. Tellement, mais après, on a aussi tous les morceaux du casse-tête. Donc, c'est un peu facile après Oui. de dire c'était évident que c'était Oui. pour être là. Mais tu sais, il y a des petits symptômes qui s'installaient. J'étais plus fatiguée, c'était plus difficile de me lever le matin. Oui. L'enthousiasme pour aller au travail n'était pas du tout le même. Oui, oui. Donc, j'y allais à reculons. Et même à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais au volant de ma voiture. J'allais au travail le matin et j'avais dépassé mon lieu de travail. Je roulais encore sur la route et à un moment donné, j'ai réalisé, j'ai fait « Oh my God », j'ai passé devant mon travail et je me suis pas arrêtée. Tu étais vraiment sur le pilote automatique. Tu faisais qu'est-ce que tu avais à faire, mais tu n'étais plus dans... J'exécutais. Tu sais, moi, c'est ça que je dis aux gens. J'étais en exécution, mais de là à être consciente réellement de ce que je faisais, c'était autre chose. Donc oui, ça s'est installé. Oui, il y avait des symptômes qui étaient là. Éventuellement, même à la fin, des difficultés de sommeil. Malgré le fait que j'étais très, très, très fatiguée, justement, ça a apporté le fait que j'avais de la difficulté à m'endormir le soir, puis aussi parce que j'étais préoccupée. C'est ça. Évidemment. Donc, l'anxiété se mélangeait là-dedans. Puis, comment voyais-tu, parce que quand on est maman, quand on est parent, on veut certainement toujours être là pour nos enfants, mais souvent, on se sent étiré, comme un élastique qui est étiré à son max. Puis, comment te sentais-tu? Est-ce que tu vivais une certaine culpabilité, peut-être pas être à la hauteur? Tu sais, quand je parlais tantôt de super maman, est-ce que à un moment donné, tu essayais d'être la super maman? Oui, en quelque sorte, parce que moi, je me disais toujours, il faut donner le meilleur de nous-mêmes à nos enfants. Puis le meilleur de nous-mêmes, on a toujours l'impression que ça veut dire performer, tout faire.
Mais à quelque part, à un moment donné, j'ai réalisé parce que ma fille me voyait étendue sur le divan, puis elle a posé des questions. Puis au départ, je m'avais dit, je ne vais quand même pas dire aux enfants que je fais un burn-out et que je suis couchée sur le divan parce que je suis plus capable de rien faire, tu sais. Puis à quelque part, je me suis dit, tu sais, ça va être la réalité pendant un certain nombre de semaines, peut-être même de mois. Alors, je lui ai expliqué, même si elle était toute petite, j'ai expliqué à mon enfant de lui dire, tu sais, maman, elle a travaillé très, très fort pendant trop longtemps, elle n'a pas écouté son corps, puis là, elle a juste besoin de se reposer. Mais elle, en fait, ça l'a beaucoup sécurisée parce qu'à ce moment-là, elle m'a répondu, ah, OK, c'est pas grave d'abord. Puis c'est pas moi. Malade, C'est pas tu vas moi. tu vas pas mourir. Tu m'avais dit ça à ce moment-là. Effectivement. Donc, plutôt que lui créer un stress, comme j'aurais pu peut-être penser au départ, puis il y a beaucoup de mamans, beaucoup de parents qui vont penser ça, ça a comme désamorcé quelque chose. Et elle m'a dit, tu sais, maman, c'est normal parce que tu travailles beaucoup. Il faudrait peut-être que tu te reposes un peu plus. La sagesse. Puis là, elle avait quel âge à ce moment-là? Elle était tout petite. Écoute, si je remonte, Angélie, là, elle a 8 ans. Donc, si on remonte, elle avait peut-être 4 ans. Wow! C'est extraordinaire. Oui. Puis effectivement, je pense que c'est tellement important qu'est-ce que tu dis. C'est souvent, pour protéger nos enfants, on essaie de leur cacher la vérité. Oui, puis ça aurait fait l'inverse, en fait. Je réalise avec ces dires que ça aurait fait l'inverse. Effectivement, parce que j'enseigne souvent aux parents que nos enfants, premièrement, ils ont besoin de sécurité, puis leur monde, leur univers, c'est nous, c'est leur famille. Donc, quand leur sécurité est ébranlée, bien, ils cherchent à comprendre. Puis si on ne leur donne pas les vraies réponses, ils vont se les inventer, les réponses. Puis le risque avec des enfants de 4 ans, 5 ans, c'est qu'ils ont une très belle imagination. Ils ont l'imaginaire. Donc, souvent, on peut beaucoup plus dédramatiser en étant franc avec un vocabulaire qui est approprié pour leur âge, qu'en les laissant supposer, ou encore même en imaginant qu'ils ne savent pas quoi qui se passe. Oui, puis tu sais, on est allé avec des mots super simples, tu sais, des mots qu'on savait qu'elle comprenait, puis on lui a expliqué ça, mais de façon très courte, là, quand même. On n'est pas entré dans les détails, puis ça a fait un merveilleux travail. Oui. À un moment donné, j'ai écouté une entrevue que tu avais passée à la radio pendant que tu étais dans le lancement de ton premier livre, Un Burnout en cadeau. Puis, tu disais à l'animatrice qui faisait l'entrevue que ton médecin de famille ou te disait, Karine, laisse aller ta cape, lâche ta cape. Brûle ta cape de super-héroïne. Oui. Donc, ça me parlait tellement. Moi, j'ai besoin d'images fortes comme ça pour, on dirait, me décider de passer à l'action. Oui. Puis à un moment donné, tu sais, elle me dit, la réalité, c'est pas ça. On n'est pas des super-héros, on n'est pas des super-mamans, on n'est pas des super-parents. Tu sais, on fait, exemple, le maximum. Et ça, c'est parfait, c'est excellent. Brûle ta cape de super-héroïne, débarrasse-toi-en. Puis elle me disait, enterre-la s'il faut. Oui. Et ça me parlait. Tu sais, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais pas besoin d'être parfaite dans toutes les sphères de ma vie. Que l'imperfection, en fait, c'était très inspirant aussi. Et puis, ma fille, elle m'a dit quelque chose de tellement intéressant. Elle m'a dit, maman, c'est le fun parce qu'on a appris qu'on peut se tromper. Si toi, tu peux te tromper, ça veut dire que nous aussi, on peut se tromper. Alors, à quelque part, je me suis dit, ça vient de lui donner la permission de ne pas être une super maman plus tard. Et ça, c'est extraordinaire. Ou de ne pas essayer d'atteindre la perfection. Parce que les jeunes, de plus en plus, veulent être parfaits avec les images sur les médias sociaux. Ils veulent une apparence physique, modèle, parfait, qui n'est même pas réaliste, qui n'est pas humain. Performer, les équipes élites et tout ça. Ça fait qu'à un moment donné, leur expliquer que la perfection, ça n'existe pas. Exact. Puis la conquête ou la recherche de la perfection peut nous rendre très malheureux. C'est tellement une leçon importante. C'est malheureux, mais même malade éventuellement. Parce qu'on ne peut pas soutenir ce rythme-là. Moi, je dis aux gens, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, j'ai lu le début de ton livre, je m'identifie énormément, je suis une perfectionniste dans l'âme, ça a toujours été. » Puis je leur dis, tu sais, toujours un moment où on frappe notre mur. On ne peut pas soutenir ce rythme-là indéfiniment. C'est important de le savoir. Donc, pour toi, ton burn-out, ça a été comme l'élément, la pierre angulaire qui a fait que tu as fait un cheminement. Tu t'es lancé dans la rédaction de ton premier livre. Ça a été, j'imagine, une certaine guérison aussi parce que... Puis en fait, ça venait boucler... C'est une belle façon, tu sais. En fait, tu fais de ton épreuve un tremplin. Ça devient inspirant, ça devient un outil aidant pour plein de gens. Donc, ça venait boucler ça de façon tellement agréable parce qu'on a l'impression de mettre un point, de fermer ce chapitre-là et de dire maintenant, tu
sais, ça va faire son œuvre, ça va faire son chemin. Donc, c'était une belle façon, je trouvais, de... Super. Puis un bel exemple pour tes enfants, qu'on n'a pas à être parfait, Non. mais même dans les pires défis, dans les obstacles, on peut en ressortir plus fort, Et on apprend. puis on grandit. On apprend énormément Oui. sur nous, Oui. sur la vie aussi, sur les gens qui nous entourent, sur nos limites également. Et effectivement. Puis pour moi, il y a beaucoup de parents qui me parlent de résilience. Hein? Comment développer la résilience chez leur enfant. Puis je pense que ton histoire, c'est pour ça qu'elle vient tellement me toucher, parce que tu es un exemple parfait de résilience. Parce que la résilience, tu as utilisé l'analogie du tremplin tantôt, c'est justement ça, c'est la capacité de rebondir face à l'adversité. Oui. Donc pour moi, ton burn-out, c'était un peu ton tremplin ou, tu sais, la partie creuse. Puis là, tu es rebondi. Oui. Hein? Tu es rebondi On est reparti! avec un deuxième livre Ouais. qui s'appelle Raccourci vers le bonheur, qui vient tout juste de sortir en librairie. C'est avec un nouveau bébé. Nouveau bébé. Puis, ton livre, c'est 16 stratégies essentielles pour atteindre et maintenir le bonheur au quotidien. Ouais. Moi, dans mon travail avec les parents, avec les enfants, beaucoup de parents sont à la quête du bonheur pour leur enfant. Ils trouvent que la vie est tellement compliquée pour les jeunes. Hein? Toi, étant maman, puis étant Miss Bonheur, hein, parce que tu sais, c'est facile à voir que tu sèmes du bonheur partout où tu vas avec ta belle énergie. Est-ce que tu aurais des stratégies à offrir aux parents pour les aider à nourrir, à faire grandir le bonheur chez leur enfant d'une façon qui est saine? Oui. Mais en fait, moi, j'essaie beaucoup d'opter pour la simplicité parce que moi, les affaires qui ont plein d'étapes ou trop de... Oui. Je trouve qu'à un moment donné, on s'y perd puis le parent n'a pas nécessairement envie de s'embarquer dans quelque chose qui est super long. Donc, évidemment que le temps de qualité, Oui. à ce moment-là, il va devenir hyper important. Tu sais, du moment où on va connecter réellement avec les individus, Oui. avec les enfants en question, Oui. un moment où on va laisser peut-être de côté les appareils électroniques, Effectivement. les jeux de tout genre, Oui. pour faire quelque chose ensemble. Oui. Puis, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'à ce niveau-là, au niveau de temps de qualité, c'est vraiment la qualité puis pas la quantité? Tellement. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se culpabilisent, justement, qui passent pas beaucoup de temps avec leur enfant. Ouais. Ou même des parents qui disent, ben oui, bon, on a passé la fin de semaine ensemble, mais sur les écrans, Oui. donc papa sur son iPhone, maman sur son ordinateur, puis Les enfants avec un jeu. avec un film ou un jeu, effectivement. Donc, on peut avoir passé toute la fin de semaine ensemble sans avoir été ensemble, ou on peut passer quelques minutes, Ouais. quelques heures en soirée, puis ça fait toute la différence du monde. Exactement. Donc, j'adore que tu partages cette stratégie-là de passer du temps de qualité parce que dans toutes les recherches, quand on parle de développer la résilience chez nos enfants, la stratégie numéro 1 pour développer la résilience, c'est effectivement les relations Wow. d'attachement. Hein? Wow, c'est ça que c'est, intéressant, c'est ça que tu sais, c'est, wow. oui, effectivement. Vraiment Donc, du important. temps de qualité, ranger les écrans, Oui. puis Tu sais, vraiment connecter être. aussi, Oui. être là. Tu sais, c'est bien beau de dire, oui, des fois, on passe des week-ends ensemble, mais souvent, les parents m'ont dit, ben j'ai fait le ménage, j'ai fait la nourriture, j'ai préparé la semaine, Oui. j'ai couru partout, puis là, ben finalement, le temps pour... tu sais, moi, je leur dis, maman fait une petite période de quelque chose, exemple, si j'ai un truc à régler, puis après ça, je leur dis, vous choisissez qu'est-ce qu'on fait. Vous avez L'activité, carte blanche. oui. Hey, là, c'est le plaisir, le bonheur est là parce que ils sont vraiment tout énervés. Puis là, ben, Mia peut choisir, exemple, on va aller se coller ensemble, on va lire un livre. Donc, si pour elle, c'est ça qui est Oui, important, oui. ben, c'est pas moi qui dis, je vais choisir qu'on va jouer au parc. Si ça l'intéresse pas du tout qu'on fasse ça ensemble, Oui. le temps va aussi être moins de qualité. Donc, j'essaie d'offrir aussi une espèce de liberté, de Oui. latitude dans ce choix-là de qu'est-ce que toi, tu as envie de faire avec Oui, maman. effectivement. Qu'est-ce qui, toi, t'intéresse? Puis ça, c'est un autre bon point parce que souvent, on assume que nos enfants veulent telle chose. Puis, justement, ça peut être, moi, ma fille allait me ranger, tu sais, à un moment donné, maman, on peut aller ranger ma chambre ensemble. Tu sais, ça fait, c'est ça, on n'a pas besoin de se déplacer à la crèmerie puis manger une crème glacée ensemble. Puis, tu sais, Exactement. des fois, ça peut être des activités simples, puis juste être dans notre présence, puis vraiment Ouais. avoir notre attention. Puis vraiment, 95% du temps, moi, mes enfants, ils vont choisir une activité toute simple avec moi, Oui. juste pour le plaisir d'être avec moi puis qu'on puisse le faire ensemble. Ils vont même Effectivement. pas choisir justement d'aller à la crèmerie. Oui, tu sais. oui, effectivement. Moi, une autre stratégie que j'enseigne aux parents, si on veut développer la résilience, c'est la bonne gestion des émotions. Tellement. Puis,
évidemment, raccourci vers le bonheur. Puis souvent, tu vas dire, c'est pas le bonheur rose bonbon. Hein? Je t'ai déjà entendu dire ça. Hein? C'est pas le bonheur rose bonbon. Oui. Le livre, c'est pas ça. C'est faut ça. pas que les gens l'achètent en se disant waouh, ça va juste être extraordinaire, elle va juste faire miroiter tout ce qui est beau. C'est pas ça le bonheur. Non. Comment toi, comme maman qui a aussi travaillé ou qui travaille en santé mentale, comment tu aides tes enfants dans la bonne gestion de leurs émotions, dans une gestion saine des émotions? Ouais. Ben, tu sais, premièrement, de s'accorder le droit de vivre autre chose parce Effectivement. que le bonheur, c'est super le fun. Oui. Mais pour être heureux, il faut aussi s'accorder le droit de vivre toutes les autres émotions qui sont nécessaires, qui sont saines et qui ne doivent pas être gardées à l'intérieur. Donc ça, c'est hyper important que, tu sais, si ton enfant il est stressé, si ton enfant il a de la peine, il faut l'encourager à verbaliser ces émotions-là. Valider les émotions, autant les difficiles que les faciles à vivre, que les agréables et désagréables. Puis je leur dis toujours, ben tu sais, ça nous permet d'apprécier parce que, tu sais, s'il y avait du bonheur 24 heures sur 24, on s'habituerait. Ouais. Probablement qu'il n'y aurait plus autant d'intérêt pour ce fameux bonheur-là. Oui. Donc, clairement qu'il y a autre chose. Puis, il ne faut pas faire semblant qu'il n'y a pas d'autres émotions parce que là, on n'est pas plus avancé. Donc, clairement qu'il faut les accompagner là-dedans, leur expliquer que c'est tout à fait normal qu'ils ressentent autre chose monter, oui. puis à mettre des mots sur ce qui est là. Et ça, juste ça, là, le fait de faire ça, souvent, c'est comme « Ah, vois-tu, maman, j'en ai parlé, ça va déjà mieux. » C'est ça. C'est peut-être pas réglé, oui. mais on a déjà un bon pas de fait, là. Oui. Puis les enfants nous communiquent souvent leurs émotions par leur comportement parce qu'ils connaissent pas les mots pour les utiliser. Ça fait, je pense qu'on doit être des modèles à utiliser nos mots, puis à mettre des mots sur, donc, par exemple, tu as l'air frustré tout de suite, ou tu sais, tu es en train de claquer les portes, je pense que tu es frustré. Donc, je pense que ça aide aussi beaucoup puis nos aussi, enfants. Dans l'observation, je ne sais pas si tu es d'accord, mais à un certain moment, on connaît de plus en plus nos enfants. Oui. Et là, on se rend compte que quand ils ont tel type de comportement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe et des fois, juste de poser la question, de mettre la table, puis de dire, écoute, y a-tu quelque chose qui te chicote? Y a-tu quelque chose qui te dérange? Parce que je remarque que, oui, il y a... Mais là, elle voulait peut-être pas en parler, mais ça va sortir spontanément et déjà là, ça va désamorcer une certaine... Oui. Puis est-ce que tu es d'accord que c'est important aussi chez les enfants de ne pas s'arrêter au comportement? Parce que moi, j'ai souvent des parents qui vont me dire, par exemple, « Ah, il est tout le temps mal patient » ou « Ah, il claque toujours les portes. » Puis à un moment donné, tu sais, je vais leur dire, t'as-tu posé la question pourquoi il claquait les portes? Parce que souvent, je pense, quand on parle de valider les émotions chez les enfants, on a tendance comme parents, surtout quand on est surmené, qu'on ne se gère pas, qu'on ne priorise pas, qu'on arrive à la maison fatigué, puis notre élastique est tendu au max, on va avoir tendance à s'arrêter au comportement. Donc, arrête de claquer la porte. Tellement. OK? Arrête de me parler sur ce ton-là. Arrête de... Fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça. Puis, les enfants intériorisent, sois pas frustré. Ouais. Sois pas fâché. Donc là, on leur donne pas le droit. La permission. La permission, en fait, de vivre autre chose. Donc oui, c'est intéressant. Oui, effectivement. Je pense qu'une des stratégies dans ton livre, c'est aussi de prioriser. Hein? Tu parles de prioriser dans ton livre. Puis, comment prioriser dans ta vie familiale pour toi? Comment ça t'a aidé à t'approcher du bonheur? Parce que moi, je vois, en tout cas, on vient de deux régions différentes, mais j'imagine que la vie se répète pas mal partout de la même façon. Moi, je vois les gens courir au hockey, à la ringuette, à la danse, au piano, au violon, Puis, maman et papa sont supposés avoir une soirée de couple par semaine. Puis, à un moment donné, on dirait que les priorités, tout est prioritaire, mais il n'y a rien qui se fait. Oui, c'est vrai. Hein. Donc, comment établir des priorités de ta vie personnelle et professionnelle, toi, t'a aidé à amener ta famille, ta petite famille, vers le bonheur? Bien, écoute, ça a tout changé parce que sinon, avant, c'est un peu comme si je traitais tous les dossiers comme une urgence. Tout était urgent. Si tu me posais la question « qu'est-ce qu'il y a à faire? » Bien, je pouvais te nommer 1001 choses à faire, mais tout était urgent. Oui. Bien, suite à mon burn-out, premièrement, là, j'ai compris que le mot « urgence », ça ne me tentait plus que ça fasse partie de ma vie. Wow, oui. Ça, parce que il n'y a pas de dossier urgent, pour vrai. Il n'y en a pas. T'sais, on va juste prendre les dossiers un à la fois, puis j'établis qu'est-ce qui est le plus important. Oui. Qu'est-ce qui doit passer en premier? Donc, pour ça, il faut établir ses valeurs d'abord. Parce que mes valeurs, tes valeurs, les valeurs des gens, peut-être qui sont à l'écoute, vont être différentes d'une personne à l'autre. Ce qui est hyper important pour moi et prioritaire,
ne le sera pas nécessairement pour un autre parent. Ça c'est un bon point. Ça, c'est Puis ça revient à important. se comparer, je pense. Hein? Ah En anglais, on dit « keeping up with the Joneses », là, on se comparer aux voisins. Ça, je pense que ça joue beaucoup dans l'établissement de nos priorités, puis dans notre sentiment de culpabilité, puis ça gruge le bonheur. Ah oui, ça gruge. Puis tu sais, il faut faire attention à ça parce que, tu sais, justement, c'est pas réaliste de croire que tout le monde a les mêmes valeurs puis que tout le monde va avoir les priorités. Ça se passera pas comme ça. C'est important de le savoir. Super. Puis, au niveau de ta petite famille, c'est quoi? Aurais-tu une dernière stratégie à nous partager qui est importante pour toi pour véhiculer le bonheur à tes filles, pour leur permettre de grandir dans... Plusieurs, mais entre autres dans les petites choses. Moi, je veux qu'ils captent que juste dans une sortie banale, il peut y avoir 1001 choses qui peuvent soit apprendre, conserver, exprimer de la gratitude. Ça, c'est hyper important pour moi. Puis aussi de s'apprivoiser. Tu sais, parce que des fois, dans les différents membres d'une famille, on n'a pas tous le même caractère, on n'a pas tous le même tempérament. Je ne sais pas si vous allez être d'accord. Et moins on va passer de temps en famille, ce qui va arriver, c'est que moins on va être capable peut-être de dealer avec les différents caractères. Et plus on passe de temps en famille, comme par hasard, plus on apprend des autres et plus on est capable justement de s'entraider et de s'élever justement. Moi, je remarque ça quand on part en voyage familial. Il me semble que les 2 premières journées, c'est tellement difficile. Hein? Puis là, à un moment donné, on se fait à l'idée qu'on passe du temps ensemble. Puis il y a une certaine, il y a une certaine énergie ou synergie qui se crée. Puis le reste du voyage est merveilleux. Ça passe mieux. Donc, je me dis, on a intérêt à le faire. Même si c'est des petites périodes qu'on disait tout à l'heure, dans le fond, c'est la qualité qui va compter, mais on a l'intérêt quand même à le faire assez régulièrement pour justement s'apprivoiser un peu plus puis que ça devienne plus facile, justement, ce fameux bonheur en famille. Là. Oui, effectivement. Je pense que c'est toutes des bonnes stratégies de vraiment passer du temps en famille, passer du temps avec nos enfants, même du temps individuel avec chacun des enfants aussi. Je pense qu'on n'a pas parlé, mais ça, c'est important parce que, comme tu disais, on peut avoir 2 enfants de la même famille qui sont tellement différents. Je sais que chez nous, nos 2 enfants, les personnalités sont tellement différentes, leurs besoins sont différents, puis même leur langage d'amour, comment ils veulent qu'on leur véhicule l'amour, c'est tellement différent. Donc, je pense que des fois, c'est important. Oui, effectivement. Puis, vraiment leur permettre de valider leurs émotions, leur permettre d'expliquer, d'exprimer leurs émotions, autant ceux qui sont faciles à exprimer que ceux qui sont difficiles, pour pas qu'ils internalisent, puis que là, ils se rendent au burn-out, à la dépression, au trouble d'anxiété un peu plus tard. Puis vraiment prioriser notre horaire, puis au lieu de se comparer aux autres, juste dire qu'est-ce qui marche pour nous, chez nous, qu'est-ce qui répond à nos besoins. C'est correct, puis ça va fonctionner pour d'autres, mais peut-être pas aussi. Donc, de vraiment trouver justement notre façon à nous, qu'est-ce qui nous convient, puis de pas dire, mais les autres, ils le font pas comme ça, mais regarde, pour nous, ça fonctionne, donc on change pas une recette gagnante. Exactement. Puis je pense que ça, c'est un beau modèle à envoyer à nos enfants aussi, dire, si tu te compares aux autres, tu seras jamais heureux. Jamais. Si tu gardes toujours dans la cour du voisin, ça devient difficile à être heureux avec ce que tu as chez nous. Sois à l'écoute de qu'est-ce qui, toi, te parle. Tu sais, nos valeurs, ils sont totalement différentes. Il y a des gens qui vont dire, ben moi, je suis carriériste. Moi, ce qui va passer en premier, c'est que le travail. Bon, OK, parfait. On l'assume. Ils vont assumer ça. Mais de dire, si pour nous, la famille, c'est important, le bonheur, c'est important, bien clairement qu'on va prioriser ça. Effectivement. Donc, tes livres, on peut les trouver en librairie. Oui, donc un burn-out en cadeau, le raccourci vers le bonheur. Puis, si on veut plus de tes informations, tu as un super site web aussi qui est, je pense, inspirationaubonheur.ca. Donc, inspirationaubonheur.ca si vous voulez plus de ressources de Karine. Puis, de ma part, si vous voulez plus de ressources, vous allez voir le www.grandiretdevenir.ca. Merci. C'était un plaisir. Un plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Merci.